Il était le type du combattant silencieux, parti d'une famille pauvre de São Paulo pour devenir quelqu'un de plus grand. Gerson Brenner a commencé comme simple mannequin, a défilé sur de petites scènes brésiliennes et cherchait désespérément sa place dans le monde. L'Europe ne lui a apporté que froid et déception, mais de retour au Brésil, il a enfin trouvé les projecteurs qu'il attendait. Avec Rainha da Sucata et des rôles ultérieurs, il est devenu un visage que des millions de personnes connaissaient. Un homme dont l'avenir brillait comme une lumière de scène tout juste allumée, avant que tout ne s'effondre. Gerson et le tournant doré. Il se tenait au seuil de quelque chose de plus grand que tout ce qu'il avait jamais rêvé. Lorsque les chasseurs de talents de Globo l'ont remarqué, un homme qui ne jouait auparavant que des seconds rôles est soudainement devenu une promesse. Avec Rainha da Sucata, sa percée est arrivée. Gerson Giovanni n'est pas seulement devenu un personnage, mais un symbole de cette époque. Charmant, présent, charismatique. Le public l'aimait, et l'industrie lui a ouvert des portes qui étaient restées fermées auparavant. Chaque nouveau rôle lui apportait plus de respect, plus de reconnaissance, plus d'avenir. Entre la scène, les plateaux et le tourbillon du quotidien télévisuel, il a commencé à bâtir une carrière qui semblait stable et brillante. Dans Deus nos acuda, puis chez Record et Manchette, il a toujours trouvé des moyens de se réinventer. C'était la phase où amis, collègues et critiques disaient tous « Enfin, son heure est venue ». Son nom était synonyme d'ascension, de force, du rêve de s'imposer contre vent et marée. Personne ne se doutait que toute cette lumière allait bientôt se transformer en ténèbres, rapidement, brutalement et définitivement. La nuit où tout s'est brisé. C'était le 17 août 1998, une nuit qui n'aurait jamais dû figurer dans sa vie. Gerson conduisait seul sur la Rodovia Ayrton Senna, épuisé mais satisfait après une journée remplie d'engagement. 2 pneus crevés l'ont forcé à s'arrêter, un moment qui semblait banal et pourtant allait changer tout son destin. La route était sombre, vide, étrangement étendue. Alors qu'il se penchait pour changer le pneu, des hommes armés ont surgi des ténèbres, silencieux, déterminés, impitoyables. Un seul coup de pistolet de calibre 38 l'a atteint à la tête. Le son s'est perdu dans l'immensité de la nuit, mais sa vie s'est effondrée comme un château de cartes. Étendu sur l'asphalte, inconscient, livré à lui-même, il a été trouvé par 2 chauffeurs de camions de passage. Une étincelle de hasard qui se tenait entre la vie et la mort. Personne ne pouvait alors comprendre que ce bref instant au bord de la route marquerait la fin de sa carrière, de sa liberté et de son ancien lui-même. Le combat dans le silence. Quand les sirènes se sont enfin tues et que les portes de l'ambulance se sont refermées, un combat a commencé pour Gerson. Un combat que personne ne voulait mener. À la Santa Casa de Jacareí, il gisait immobile, un homme qui, quelques heures auparavant, était encore plein de vie. Le coup de feu avait transpercé le côté gauche de son crâne, un dommage si grave que les médecins osaient à peine exprimer de l'espoir. Les bulletins sont devenus des prières, les couloirs des lieux remplis d'incertitudes. Des fans attendaient dehors, cherchant un signe, tandis qu'à l'intérieur, les machines maintenaient son corps en vie. Chaque examen apportait de nouvelles craintes, chaque matin, de nouveaux doutes. Lorsqu'il fut transféré à l'hôpital Albert Einstein, les spécialistes confirmèrent ce que personne ne voulait entendre. La perte de masse cérébrale était énorme, irréversible, le chemin du retour inimaginablement long. Il resta 16 jours dans le coma, enveloppé dans un silence qui ressemblait à une seconde mort. Pourtant, au milieu de cette obscurité, comme s'il restait des fils invisibles, il montra de premières petites réactions, à peine visibles, mais suffisantes pour que personne n'ose plus abandonner l'espoir. Entre renaissance et perte. Quand Gerson rouvrit les yeux, plus rien n'était comme avant. Son corps réagissait lentement, son esprit luttait, comme s'il devait s'habituer à une nouvelle vie. Une vie qu'il n'avait jamais choisie. Après presque 40 jours à l'hôpital, la phase de rééducation ardue commença. Physiothérapie, exercice de langage, contrôle médical constant. Au milieu de cette douleur, le destin lui apporta pourtant une petite lumière. 2 jours auparavant,
Sa fille Vittoria Carolina était née. Une nouvelle vie commençait, tandis que la sienne était en ruine. Mais la joie se mêla immédiatement à des décisions amères. Son épouse Denise, elle-même épuisée et mère d'un nouveau-né, fut dégagée de ses obligations de soins par décision de justice. Elle ne pouvait pas simultanément gérer les besoins d'un homme gravement blessé et d'un nourrisson. Beaucoup la condamnèrent, mais elle en parla plus tard ouvertement. Elle n'avait pas agi par égoïsme, mais par nécessité. Sa famille prit le relais de la responsabilité, tandis qu'il continuait de se battre contre les paralysies, les blocages de la parole, les capacités perdues, le vide que le coup de feu avait laissé. C'était un nouveau départ qui faisait mal, mais qui restait néanmoins un nouveau départ. 3 décennies dans l'ombre de son propre passé. Les années qui suivirent l'attentat façonnèrent une vie qui n'avait presque plus rien en commun avec l'ancien Gerson. La paralysie d'un côté du corps persista. Les mouvements devinrent raides, incertains, dépendant d'une aide constante. Il ne pouvait plus marcher, ni manger, ni parler comme avant. Puis vint la pneumonie, le tournant qui le rejeta encore plus loin. Après une série de graves crises d'épilepsie, il perdit définitivement la capacité d'avaler et fut désormais nourri par sonde gastrique. 6 repas par jour, strictement contrôlés, un corps qui ne pouvait fonctionner que si on le lui rappelait. Ces journées étaient rythmées par la physiothérapie pour contrer l'immobilité, par l'orthophonie pour retrouver au moins des fragments de sa voix, et par des routines interminables censées ralentir la progression des dommages. Les soignants se relayaient, l'aidaient à s'asseoir, à respirer, à simplement exister. Chaque souffle témoignait de sa présence. Mais un homme qui avait jadis conquis les scènes et les studios de télévision vivait désormais derrière des portes closes, loin des caméras et des applaudissements. L'amour qui est resté quand le monde est parti. À une époque où beaucoup se retiraient lentement de sa vie, une femme est apparue qui est restée quand le reste du monde a continué sa course. Marta Mendonça faisait initialement partie de l'équipe de rééducation, mais avant que quelque chose ne puisse naître entre eux, elle a confié son cas à d'autres mains par éthique professionnelle. Et pourtant, quelque chose est resté, un regard, une compréhension silencieuse qui s'est imposée contre tout jugement extérieur. Elle savait ce que cela signifiait de rester aux côtés d'un homme dont la vie était marquée par la dépendance, la douleur et une patience infinie. Son propre frère a rompu le contact, des connaissances chuchotaient. Mais Martha n'a pas flanché. Elle a abandonné son travail et sa vie quotidienne pour être à ses côtés, jour et nuit. Elle connaissait ses peurs, ses rares mots, ses gestes qui en disaient ni plus que des phrases entières. Pour beaucoup, son dévouement semblait incompréhensible, mais pour elle, c'était simplement de l'amour. Non pas l'amour du faste, mais l'amour qui demeure quand il ne reste plus rien de brillant. En elle, Gerson a trouvé quelque chose que le monde lui avait enlevé, la proximité, la constance et la certitude silencieuse qu'il ne traversait pas les ténèbres seul. L'héritage du silence. Aujourd'hui, Gerson Brenner vit retiré à São Paulo. Un homme dont le corps est marqué par 3 décennies de douleurs, de thérapie et de pertes inéluctables. Il est en fauteuil roulant, nourri par sonde, et lutte contre des crises convulsives et des infections respiratoires récurrentes. Et pourtant, il reste éveillé, présent, conscient. Il parle avec des gestes, des regards, de petits mouvements qui montrent en lui vit encore une volonté qui n'a jamais été complètement brisée. Publiquement, de nombreux collègues expriment leur compassion, rappellent ses talents, l'époque où il était un visage familier pour des millions de personnes. Mais en privé, sa famille se plaint que les visites sont devenues rares, que le lustre de l'industrie télévisuelle a disparu plus vite que les blessures d'un seul coup de feu. La justice a rattrapé le coupable une seconde fois, mais pour Gerson, cela n'a rien changé. Ni la haine ni la vengeance n'ont pu lui rendre son ancienne vie. Ce qui reste, c'est un héritage qui ne se compose pas de rôles ou de récompenses, mais d'un témoignage silencieux de la fragilité humaine. Un homme qui était autrefois sous les feux de la rampe, vit maintenant dans l'ombre, mais son histoire nous rappelle à quel point le fil entre la gloire et l'oubli est vraiment ténu. Au terme de son voyage, il n'y a pas d'applaudissements, pas de scène, seulement le souffle léger d'un homme qui a perdu plus que les mots ne peuvent l'exprimer.
Pourtant, dans ce silence réside un poids que personne ne peut ignorer. Gerson Brenner nous rappelle à quelle vitesse une vie peut basculer, comment la gloire s'évapore, comment la vraie force ne devient visible que lorsque tout le reste disparaît. Son histoire n'est ni un scandale, ni une sensation, elle est un miroir. Un héritage silencieux sur la vulnérabilité, l'espoir et le courage de continuer à respirer, même quand la lumière est éteinte depuis longtemps.